Je suis fier de lancer la deuxième édition de notre programme de bourse scolaire municipale qui vise à soutenir les étudiants et les apprenants de tous les âges, mais aussi de toutes les classes sociales, dans leur quête perpétuelle de connaissances et de compétences. Ces bourses scolaires sont disponibles pour diverses formations professionnelles et techniques diplômantes, électricité, couture, hôtellerie, multimédia, journalisme, communication, marketing, plomberie, mécanique, agriculture, santé, etc. Ces bourses ne sont pas seulement destinées à réduire les obstacles financiers à la formation, mais aussi à encourager l'excellence académique, l'innovation et le leadership. Nous voulons donner à chacun la chance de réaliser ses rêves et de faire partie des futurs dirigeants et innovateurs de notre ville, de notre région. Nous avons enrôlé 831 nouveaux bénéficiaires, plus 258 demandes de renouvellement de l'année dernière, soit un total de 1089 bourses que la mairie donne aux élèves et aux étudiants de Thiès pour une enveloppe de 208 millions. Monsieur le maire, en m'invitant ici, vous m'invitez même au cœur de ma mission. En tant que commis de l'État, au niveau de responsabilité et de charge où je me trouve, l'une des premières missions pour l'autorité que je suis, c'est de promouvoir au niveau local un système éducatif inclusif et performant où des apprenants épanouis acquièrent les compétences nécessaires à leur époque. Et quelques. Et même, malgré les difficultés de l'année dernière, en fin d'année, on a chuté que d'un seul point, ce qui est une performance parce que ce n'était pas évident. Au niveau de, comment dire encore, à ce niveau, on a des efforts à faire. Des efforts à faire parce que le taux de redoublement dans le moyen et le secondaire est préoccupant. Quand on frôle les 22% de taux de redoublement, 19% de taux d'abandon, ça veut dire qu'il y a des choses à faire pour le maintien des élèves dans ces ordres d'enseignement-là. Plusieurs raisons sont avancées. La solution ne sera pas que sectorielle. C'est une solution qui doit être holistique, à la fois communautaire, avec les collectivités, avec n'est-ce pas, les parents d'élèves, mais également avec les secteurs de l'éducation, particulièrement les psychologues conseillers, mais également les éducateurs que nous sommes. Au niveau de l'équité, nous avons toujours des difficultés dans la prise en charge des disparités. Certes, les formes de disparité ne sont pas très bien cernées, donc la prise en charge, forcément, ça va connaître des dysfonctionnements. Et surtout, comment dire encore, la mise en place du minimum de services essentiels. Dans beaucoup d'établissements, même si le pourcentage d'établissements qui sont aux normes et standards de qualité est très satisfaisant, il reste quand même un nombre assez impressionnant, important donc d'établissements de tous ordres qui n'ont pas le minimum de services. Soit ils n'ont pas de l'eau, soit ils n'ont pas de toilettes, soit ils n'ont pas d'internet, etc. Or, pour mettre en place vraiment une éducation de qualité, il y a un minimum de services vraiment qui doit exister pour nous permettre vraiment de déployer une politique, n'est-ce pas, de développement d'une éducation de qualité. En guise d'illustration, la région a eu de très bons résultats pour ce qui concerne le BFM. Par contre, pour le baccalauréat, on a connu une légère baisse et nous comptons pour les années à venir inverser la tendance. L'opportunité de réunir 16 pays en Afrique de l'Ouest pour lancer un nouveau programme avec l'aide du Fonds mondial qui vise un peu à renforcer les capacités de laboratoire et de surveillance en Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est à travers ce nouveau programme,
essayer de renforcer 3 axes en fait prioritaires. Le premier axe sera de renforcer toutes les capacités liées au diagnostic de la tuberculose, mais aussi de la résistance antimicrobienne dans les 16 pays concernés, de mettre en place et de renforcer le système de surveillance syndromique des maladies émergentes et réémergentes pour mieux appuyer la préparation et la réponse aux pandémies. Et le troisième volet stratégique et prioritaire, ce sera vraiment de mettre en place un mécanisme de collaboration, de coordination, de partage d'informations, de surveillance pour la région, pour qu'on puisse ensemble mieux se protéger et mieux préparer contre les futures pandémies. En fait, la situation des laboratoires et de la surveillance de manière générale en Afrique de l'Ouest, malgré tous les efforts que font nos gouvernements, mais aussi les partenaires au développement, on a encore quelques gaps et aussi quelques défis. La faiblesse des ressources humaines qualifiées, encore quelques infrastructures qui ne sont pas encore aux normes. Nous avons accepté de financer ce financement parce que nous avons noté que pour pouvoir se préparer à l'avenir aux prochaines pandémies, il faut qu'on puisse avoir des systèmes de santé robustes. Et le diagnostic a été présenté par les techniciens. Il y a des besoins à couvrir au niveau des laboratoires, au niveau aussi de la surveillance dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est dans ce cadre-là que justement nous avons apporté ce financement. C'est un financement donc sous-régional qui est à hauteur de 5 millions de dollars. Qui va se dérouler sur 3 années, donc qui va couvrir 16 pays. Nous estimons être en mesure, à travers ce financement, donc, de pouvoir renforcer le système d'assurance qualité au niveau donc, des laboratoires, notamment les évaluations externes de qualité. Également, donc, renforcer, on dira, l'appui ou l'extension de la surveillance syndromique. Phénomène qui freine actuellement le développement de ces pays-là. Donc, lutter contre ces phénomènes est très important pour la Banque africaine de développement, qui a son rôle d'appuyer les pays africains pour le développement économique et social du continent. Il s'agit de 3 composantes. La première, c'est effectivement assister les États membres du GIABA qui sont en transition dans le cadre de l'évaluation nationale des risques, le renforcement des capacités qui est une autre composante et la troisième composante porte sur le fait de renforcer les capacités aussi du secrétariat. Donc en un mot, ce projet porte sur le renforcement des capacités du GIABA et de ses États membres. Le cadre unitaire des syndicats tient d'abord à préciser qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Par contre, elle met en garde les politiques tapis dans l'ombre qui usent de procédés peu catholiques pour déstabiliser l'entreprise. Nous avons constaté que depuis vendredi dernier, quelques brebis galeuses se penchent dans la presse pour apporter des informations infondées sur le recrutement massif opéré par la Direction générale. Nous tenons à préciser que de telles informations sont erronées et véhiculées par quelques personnes dont le dessein inavoué est de faire les yeux doux aux nouvelles autorités. Nous tenons ici à affirmer qu'il n'y a jamais été question de recrutement massif, mieux, de recrutement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est le recrutement de 2 agents, un électromécanicien et d'un électricien, dont les demandes ont été formulées par la direction de l'exploitation et de la maintenance. Car vous n'êtes pas sans savoir que nous nous acheminons vers l'hivernage et il nous faut prendre toutes les mesures idoines qui permettraient à nos concitoyens de passer un hivernage non pénible, avec le moins de dommages. Le cas des prestataires a toujours été aussi au cœur des discussions entre les partenaires sociaux que nous sommes et la Direction générale. C'est en ce sens que le langage de vérité a été dit dès le début par l'autorité qui avait donné l'engagement de pouvoir les résorber graduellement parce qu'ils sont au nombre de 492 présentement. Et tous les 492 ne peuvent pas être. Mais de par les consensus trouvés entre direction et partenaires sociaux que nous sommes, les représentants du personnel, nous avons quand même pu développer des mécanismes
qui nous permettrait de pouvoir faire des efforts